Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la première fois dans le fauteuil rouge de Frontières. Vous êtes, je le rappelle aux rares auditeurs qui ne le sauraient pas, le chef de file des députés européens LR au Parlement européen, parti dont vous êtes aussi vice-président. Vous êtes également professeur agrégé de philosophie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents thèmes, d'abord de politique, mais aussi de doctrine et puis de votre combat. Celui que vous menez depuis de nombreuses années. Alors avant de commencer cet entretien, je tiens rapidement à rappeler à nos auditeurs que Frontières est en pleine campagne d'abonnement, donc n'hésitez pas à prendre ou à offrir pour Noël un abonnement numérique à Frontières sur notre site internet www.frontiersmedia.fr. François-Xavier Bellamy, nous commençons traditionnellement ces entretiens par une citation. Celle-ci est de Charles Péguy. « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je crois que c'est le devoir de toute conscience aujourd'hui, dans un moment qui est traversé par ce qui fait la crise de nos démocraties, c'est-à-dire le relativisme. J'ai découvert, quand j'étais prof, à quel point le relativisme saturait l'air que nous respirons, à quel point aujourd'hui cette idée de la vérité est devenue controversée. Et pourtant, elle est nécessaire. Reconnaître qu'il y a une vérité, reconnaître que cette vérité nous précède, ça n'est pas vouloir imposer une vérité aux autres. Au contraire, c'est d'abord un acte d'humilité qui consiste à reconnaître que nous devons chercher cette vérité, la chercher sur le terrain intellectuel, théorique, celui de la théoria, de la contemplation, mais la chercher aussi sur le terrain pratique, sur le terrain de l'action, le terrain de la politique. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. On n'a pas le droit de vivre comme si le réel n'existait pas. Et je crois que la politique s'est, d'une certaine manière, abîmée dans la crise en choisissant de divorcer d'avec la réalité. Parce qu'en fait, la vérité implique d'abord une vertu qui manque malheureusement à nos sociétés. Et nous sommes tous un jour tentés de manquer de cette vertu qui s'appelle le courage. Solzhenitsyn a écrit dans le discours de Harvard que le destin de l'Occident, le déclin de l'Occident, c'était le déclin du courage. Et que ce qui menaçait nos sociétés démocratiques aujourd'hui, c'était la disparition du courage. Moi je le dis comme aussi avec mon expérience de la politique. Je crois que le grand drame de la France, le grand drame de la vie politique française, c'est la distance entre ce que disent des responsables politiques quand le micro est allumé et ce qu'ils disent quand le micro est éteint. Et c'est ça qui est désastreux. Il faut avoir le courage de la vérité et il faut l'avoir de manière constante. Les gens qui suivent ce que je fais, ce que je dis, peuvent être ou non d'accord avec moi, mais ils ne peuvent que reconnaître que je crois en tous les cas être constant dans les combats que j'essaye de porter, parce que ce qui m'anime, c'est d'abord de tenter de ramener la réalité au cœur de la politique. Et ce courage de la politique, auquel j'espère ne pas trop manquer, c'est encore une fois toujours un combat intérieur, mais ce courage-là, c'est d'abord un courage de la vérité. Vous savez, le même Péguy, vous citiez Péguy, c'est le même Péguy qui dit « Il faut avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais plus encore, il faut avoir le courage de voir ce que l'on voit. » Ce courage de la vérité, il est au cœur de la reconstruction dont la politique a besoin. Juste derrière moi, c'est un minaret qu'une mosquée ont servi ce matin avec le chant du muezzin. Ici, non, on n'est pas en Turquie ni en Syrie, on est à la frontière avec l'Union européenne parce que Frontières, c'est un média de terrain. Alors téléchargez l'application mobile sur iOS et Android, vous y retrouverez de nombreux contenus. Nous, on va continuer à enquêter. Alors cette phrase que vous venez de citer, pour information, en plus c'était l'ancienne devise de Livre Noir. Maintenant que nous sommes Frontières, nous avons changé pour Marc Aurèle. Un autre très grand auteur. Exactement. Je voudrais vous amener vers une autrice maintenant, Simone Veil, qui évoquait... Vous êtes vraiment sûr pour autrice ? Moi j'aime bien. Mais okay. Si vous préférez auteur, je vous l'accorde. Dans la note sur la suppression générale des partis politiques, elle démontre, dans une sorte d'essai, que adhérer à un parti politique, c'est renoncer à la liberté et c'est renoncer à la vérité aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, finalement ?
Moi, j'aime beaucoup Simone Veil pour sa radicalité. C'est une âme de feu. Et c'est, je crois, une lecture qu'il faut toujours reprendre parce qu'elle nous réveille. Mais je ne partage pas du tout cette intuition. Et je crois qu'elle sert trop souvent d'excuse. Peut-être c'est ainsi qu'il faut la recevoir. Elle sert trop souvent d'excuse à ceux qui s'engagent en politique. Rentrer dans un parti politique, peut-être on en reparlera, c'est pas rentrer dans un parti qui serait composé de gens avec lesquels on est tous d'accord sur tout. Parce que ça n'existe pas. Si je cherchais aujourd'hui dans la vie politique française un parti qui soit constitué de personnes qui sont tous les clones de moi-même, je suis certain de ne jamais m'engager dans aucun parti. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faille pas le faire ? Non. Il faut aller là où on croit devoir aller. Il faut aller dans la famille dont on pense qu'elle devrait pouvoir nous représenter le mieux. Et il faut y mener, quand c'est nécessaire aussi, de l'intérieur, les combats qui s'imposent pour faire entendre la voix que l'on estime légitime, la voix que l'on estime être la plus juste et la meilleure. Pas pour son parti, mais pour le pays. Parce que c'est ça qui compte. Et ce n'est que cela qui compte. Et dans la vie de notre pays, les partis politiques, ils jouent un rôle fondamental prévu par la Constitution pour l'expression de la démocratie. Et donc, c'est par là que passe la construction de l'opinion. Je vous dis ça, moi je ne suis pas un homme de parti par profession. J'ai enseigné la philo pendant 11 ans, j'ai été élu local pendant 12 ans, sans étiquette, sans parti politique. L'élection que j'ai vécue dans mon entrée en politique, c'était en 2008. J'avais 21 ans. J'avais 23 ans, pardon. Cette élection, c'était à l'époque face à l'UMP. Donc, vous voyez, je ne me sens pas idéologue d'un parti. Et je crois que les partis sont des instruments et qu'il faut savoir les regarder comme cela. Ce sont des moyens pour servir une fin. Et la fin, c'est le bien commun et c'est le bien d'un pays. Mais à la fin, c'est par les partis que peut passer cet engagement. Et je reviens à ce que vous disiez de Simone Veil, qui est très important. Le fait d'être rentré dans cette famille politique ne m'a fait perdre en rien ma liberté, ni non plus ma responsabilité. C'est pas parce que je suis dans ce parti que je ne peux pas dire les désaccords que j'ai avec tel ou tel dirigeant qui en fait également partie. C'est pas parce que je suis dans cette famille politique que je suis déchargé du devoir de réfléchir par moi-même. Et d'ailleurs, il m'est arrivé, dans des débats très importants, de prendre des positions qui n'étaient pas majoritaires, même qui étaient très minoritaires dans ma famille politique. Je sais pas, au moment de la politique de réponse à l'épidémie de Covid, j'ai toujours eu, et je garde toujours, une opposition de principe à l'idée même du pass vaccinal, du pass sanitaire. Il y a eu une époque où une grande partie des parlementaires de ma famille politique y étaient plutôt favorables. Ça ne m'a pas empêché de dire mon opposition, de l'écrire. Mais c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du débat démocratique, y compris à l'intérieur d'une famille politique. Et ça n'empêche en rien de travailler ensemble à construire l'alternative que l'on croit utile au pays. Mais je crois que c'est très important pour tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de l'engagement partisan, de bien se souvenir de cela. Si vous m'avez entendu un jour dire quelque chose qui vous déplaît, je ne pourrai jamais vous répondre que je l'ai dit parce que mon parti me l'imposait. Si je fais ça, dites-moi que je suis lâche, et vous aurez raison. Parce qu'en réalité, je suis libre. Et si je manque à ma liberté, à ma responsabilité, c'est seulement de mon propre fait. On ne perd pas sa conscience parce qu'on a décidé de s'engager dans une formation politique. Et quand on s'engage dans une formation politique, c'est justement pour faire entendre ce que l'on croit nécessaire. Si moi je suis engagé chez les Républicains, si vous considérez que les Républicains ont toujours, vous faisiez votre page de pub à mon tour, si les Républicains ont toujours fait ce que vous croyez utile pour le pays, c'est une raison de les rejoindre. Mais si vous considérez, c'est aussi mon cas, qu'il leur est arrivé de décevoir et de ne pas être à la hauteur de la responsabilité, c'est aussi une raison pour les rejoindre. Parce que c'est de l'intérieur, si vous vous sentez de droite, si vous vous sentez appartenir à cette sensibilité politique, c'est de l'intérieur et c'est avec vous que nous reconstruirons la formation politique qui pourra vous ressembler. Alors, justement, sur la question des Républicains, vous le disiez, vous avez des désaccords avec des membres de votre parti, mais
ce qui est généralement reproché aux Républicains, c'est d'avoir plusieurs lignes. Et d'ailleurs, je pense que l'éclatement du parti, la scission en tout cas, de juin dernier l'a prouvé, avec Éric Ciotti et la fondation de l'UDR. Ça a prouvé que, quelque part, il y avait des scissions qui étaient trop importantes aussi pour que toutes ces lignes puissent coexister. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui réunit tous les Républicains qui vont de Xavier Bertrand à vous, à David Lisnard, à Laurent Wauquiez? Vous avez des divergences. Qu'est-ce qui vous réunit tous ? Qu'il y ait des divergences de lignes, il y en a dans tous les partis, et surtout des incohérences, il y en a eu beaucoup ailleurs qu'aux Républicains. On peut regarder avec sévérité cette famille politique. Moi, je suis frappé de ce que ceux qui portent ces jugements dissimulent souvent de leur propre revirement. Il suffit de regarder à quel point... dans l'environnement macroniste, on a pratiqué le « en même temps » pour dissimuler souvent des contradictions intenables. Mais bon, si je regarde, par exemple, vous parliez à l'instant d'Éric Ciotti qui a rejoint le Rassemblement national en proposant cette alliance. Bon, le Rassemblement national, voilà, c'est difficile même parfois de suivre exactement sa ligne. Il a été pour la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y soit plus favorable. On pourrait multiplier les exemples d'incohérences sur des sujets qui ne sont pas absolument mineurs, hein, vous en conviendrez avec moi, des cas de contradiction, on pourrait jouer à ça très longtemps. Et encore une fois, je le redis, et ça vaut aussi sur ce point, si vous cherchez un parti politique qui ne se soit jamais trompé, si vous cherchez un parti parfait, qui n'ait laissé derrière lui, en quelques années d'existence, aucune espèce d'incohérence, vous ne vous engagerez jamais. Donc la vraie question n'est pas qui ne s'est jamais trompé, chez qui on trouvera la pureté et la perfection absolue. La vraie question, c'est si vous avez de l'énergie, si vous avez de l'envie, si vous voulez reconstruire ce pays qui en a tellement besoin, à quel endroit faut-il aller ? Moi, c'est la question que je me suis posée. Moi, je me suis toujours senti de droite. Je crois qu'il y a une droite et une gauche, je ne crois pas au en même temps. Je ne crois pas qu'on puisse dire en même temps de droite et de gauche comme M. Macron. Je ne crois pas non plus qu'on puisse dire ni de droite ni de gauche comme Mme Le Pen. Bon, je suis obligé d'assumer cela. Peut-être suis-je un peu basique, mais je pense que la politique, c'est du clivage, c'est du pluralisme, et que dans tous les grands systèmes démocratiques ont émergé, avec le temps, une formation de droite et une formation de gauche. Parce que c'est pas seulement un clivage accidentel, c'est un tropisme fondamental. Je dirais même que ce sont deux visions du monde. Ce sont même des tempéraments. Et d'un côté, il y a des gens pour qui le monde doit d'abord être transformé, qui regardent le monde à partir de ce qu'il faut changer, qui regardent le monde d'abord avec une colère, une révolte, qui veulent se battre contre l'injustice et qui veulent changer la réalité. Ça, c'est fondamentalement la gauche. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien si c'est en France, au moment de la Révolution française, que justement se sont distingués la droite de la gauche pour la première fois dans un hémicycle. La gauche, c'est le camp qui veut faire la révolution. Et de l'autre côté, il y a un tempérament peut-être plus humble, plus modeste, plus prudent, qui a une forme de pauvreté et qui l'assume. D'ailleurs, son premier caractère, c'est d'être une inquiétude. C'est un tempérament politique qui regarde le réel d'abord, non pas seulement par ce qui doit être en lui transformé, mais par ce qui mérite d'être transmis, et qui s'inquiète de ce qui est fragile dans ce que nous avons reçu, qui regarde les biens que nous avons dans nos mains comme étant infiniment précieux et infiniment vulnérables. Et souvent, mystérieusement, d'autant plus précieux qu'ils sont vulnérables. Et la droite s'attache d'abord à cette prudence, à ce désir de transmettre, à cette responsabilité envers les générations futures. On l'appelle conservatisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que le but n'est pas de conserver pour conserver, le but c'est d'offrir à ceux qui viendront après nous cet héritage de liberté, de vie, de création, de beauté que nous avons la chance d'avoir reçu de la nature, et l'écologie fait partie de ce point de vue-là d'une inquiétude conservatrice, ou bien de la culture, et la transmission de notre civilisation, c'est vraiment ce qui me relie le plus à la droite. Je suis de droite parce que je suis prof. Ça peut paraître paradoxal, mais l'enseignement, Hannah Arendt disait que l'école est fondamentalement conservatrice. L'enseignement, c'est la volonté de transmettre. L'enseignement est une activité conservatrice au sens le plus fort du terme, une activité de transmission. Et donc j'ai été dans cette formation politique parce que son rôle historique, c'est d'incarner la droite. Alors encore une fois, ce rôle,
Ça m'amuse souvent qu'on me reproche ce que la droite a pu faire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais très loin d'en être l'un des représentants, mais c'est un fait. Moi, je le reconnais moi aussi, évidemment. Je suis comme tous les électeurs de droite, je suis un grand brûlé du suffrage universel. Et bien sûr, j'ai le sentiment que cette famille politique a sans doute souvent dans le passé manqué aux responsabilités qu'elle avait la chance d'exercer. Bon, je ne suis pas non plus là pour distribuer les mauvais points. Je n'ai pas le sentiment que la repentance soit le dernier mot de la politique, et je pense qu'on partage ça ensemble. Mais le vrai sujet maintenant, c'est de reconstruire. Et on ne reconstruira pas ce pays si on ne reconstruit pas pour lui une famille politique de droite qui assume d'être de droite et qui puisse réunir l'immense majorité des électeurs de ce pays qui se reconnaissent en réalité dans cette inquiétude que je partageais avec vous, qui est une inquiétude, mais qui est aussi un émerveillement. S'inquiéter de ces biens que nous avons dans nos mains, c'est d'abord un acte de reconnaissance à l'égard du réel que nous recevons. La gauche est une colère, et la droite est un acte de contemplation aussi, peut-être, en un sens. Je ne veux pas paraître naïf en disant ça. La politique, c'est des combats et pas de la théorie. Mais à la fin, c'est d'abord, il me semble, parce qu'on mesure la chance qu'on a d'être français, parce qu'on mesure le privilège qu'on a d'être libre, parce qu'on mesure ce que représente la valeur de ces biens que nous avons reçus, que l'engagement politique peut trouver son sens pour nous qui sommes de droite et qui voulons transmettre ce dont nous sommes les héritiers. Et quelque part, la contemplation, l'amour aussi, on comprend. Alors, vous avez abordé beaucoup de thèmes dans cette question, donc vous me faites perdre le fil de mon interview. Mais ça étant, la grâce du dialogue. Je voudrais revenir sur un point. Ce que vous disiez, c'est que effectivement, vous n'étiez pas responsable d'une famille politique, où vous n'étiez pas il y a 20 ans. Ce qui est certain, tout de même, c'est que sur ces 20 dernières années, comme vous disiez, la droite a déçu. Et notamment, il y a une question qui est celle des affaires judiciaires. Alors, on apprenait hier, à l'heure où on tourne cette interview, que Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an ferme avec bracelet électronique. Il y aura un autre procès qui arrivera en 2025. C'est pas la première affaire qui touche une personne de droite de votre famille politique. Je pense par exemple à François Fillon aussi, qui avait subi ça durant sa campagne en 2017. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème plutôt d'éthique dans votre parti, ou est-ce que c'est plutôt une question de politisation de la justice ? Écoutez, moi, je respecte la justice. C'est important que les institutions de notre pays fonctionnent, mais dans ce cas précis, j'avoue, comme citoyen, c'est aussi la démocratie, on peut s'intéresser au contenu d'une décision rendue au nom du peuple français. J'avoue que je ne comprends pas cette décision. Nicolas Sarkozy est condamné parce qu'on lui reproche d'avoir été sollicité pour intervenir en faveur d'un magistrat. Cette intervention n'a pas été faite, il n'a rien obtenu en échange, il n'y a absolument aucune matérialité dans les faits qui lui sont reprochés, et à la fin on parle d'un pacte de corruption quand aucun pacte n'a eu lieu. Honnêtement, il s'agit là quand même d'une situation je veux dire, vraiment préoccupante, y compris du point de vue des droits fondamentaux. Nicolas Sarkozy a annoncé son intention de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce sera important de voir la décision qu'elle prendra, parce que dans cette histoire, on parle surtout d'un ancien président de la République qui a été écouté au fil de l'eau pendant de très longues heures, pendant de très longs mois, dans une autre affaire dans laquelle il a été finalement innocenté. Et dans ces écoutes, on récupère des éléments qui servent à ouvrir une autre enquête. Bon voilà, moi je m'inquiète aussi pour la santé de notre vie démocratique, et je pense, je le vois au Parlement européen, où nous avons l'occasion de fréquenter d'autres systèmes démocratiques. Je pense qu'il y a une vraie question qui se pose sur la manière dont sont protégées dans nos pays les libertés fondamentales. Et moi, je voudrais dire que dans cette situation précise, il me semble que c'est important que précisément la question des droits fondamentaux puisse être tranchée sur ce sujet. Alors, je voudrais partir sur un sujet. Vous parlez quand même beaucoup de liberté depuis le début de cet entretien. Généralement, on définit les Républicains comme un parti
conservateur et libéral. Alors vous, l'étiquette conservateur, on comprend qu'effectivement, vous la trouvez insuffisante, peut-être dans ce que vous dites. Au moins axé sur la transmission, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction, quelque part, entre le fait de promouvoir la liberté et donc, quelque part, l'émancipation, et d'un autre côté, promouvoir la transmission et du savoir, et également d'un héritage de siècle en siècle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans l'idée du libéral-conservatisme, une contradiction interne? Et d'ailleurs, je précise que quand on dit conservatisme libéral, tout de suite, ça passe moins bien aussi. Je pense exactement l'inverse. Encore une fois, je ne me sens pas conservateur parce que pour moi, ce serait d'une certaine manière le terme en tant que tel. Malheureusement, il n'y a pas en France, il n'y a pas de tradition conservatrice, donc le terme peut emporter avec lui une forme d'incompréhension. Mon but n'est pas de conserver le monde pour le figer dans du formol. Je ne me sens pas une ambition de conservateur au sens chimique de ce terme. Le but, c'est effectivement de transmettre, et de transmettre un héritage pour ce qu'il permet d'espérer de vie et de liberté et de création pour demain. Et je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Notre liberté n'est pas née de nulle part. C'est ça le point de départ de cet acte de reconnaissance que j'évoquais à l'instant. Je le dis comme professeur, j'ai publié il y a maintenant 10 ans, ça ne me rajeunit pas, un livre sur la crise de l'éducation. Malheureusement, la crise de l'éducation est d'une telle actualité aujourd'hui qu'elle devrait devenir le premier, peut-être le seul sujet pour l'avenir de notre pays, on y reviendra peut-être, mais dans l'expérience de l'éducation, il y a fondamentalement ce qui permet de toucher du doigt l'alliance entre la transmission et la liberté. Nous ne serions pas libres aujourd'hui si nous ne pensions pas dans les mots qu'une civilisation a mûri pour nous jusqu'à les faire venir jusqu'à nous et jusqu'à en faire la matière de nos propres idées. Quand il vous vient une intuition personnelle, une idée singulière, quand il vous vient, même peut-être pour contredire d'autres que vous, quelque chose qui est vraiment l'expression de votre tempérament propre, vous le formulez dans des mots qui ne sont pas les vôtres et qui appartiennent à une histoire très ancienne. Quand vous avez l'occasion de critiquer vos propres parents parce que vous estimez qu'ils ont manqué quelque chose, vous le faites encore avec les mots que vos parents vous ont transmis. Et donc, il n'y a pas de liberté spontanée, il n'y a pas de liberté immédiate, il n'y a pas de liberté dans l'immédiateté. La liberté est toujours le résultat d'une médiation. Et je pense qu'au fond, de ce point de vue-là, on peut aussi reconnaître que aucune liberté n'est possible sans cet effort de transmission, sans cet effort au sens fort du terme de conservation, de reconnaissance de ce qui nous précède. C'est ce qui, je crois, manque à notre époque, aussi bien cette reconnaissance que le goût de la liberté. Vous parlez d'éducation aussi. Votre nom était passé dans la presse il y a quelques mois pour le poste de ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, on sait que c'est un sujet qui vous a toujours particulièrement tenu à cœur. Aujourd'hui, sur la question éducative, justement, je pense que on est très nombreux à partager votre constat sur le délitement total du système de l'éducation nationale aujourd'hui, sur son affaiblissement. De toute façon, la France descend dans l'intégralité des classements de l'OCDE, européens, etc. Il y a aussi la question de l'éducation extrascolaire au sens familial, au sens ce que les parents transmettent aux enfants. Il y a eu une rupture générationnelle dans la génération de ce qu'on appelle les boomers. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour redonner des choses à transmettre alors même qu'on a tant perdu, alors même que finalement, peut-être que votre génération, celle de nos grands-parents, a tellement perdu, quelque part, qu'est-ce qui nous reste à transmettre? Comment on recrée de la matière à transmission? Ça, c'est une immense question. D'abord, juste un mot pour partager le constat. Juste un mot pour partager le constat que vous formulez. La crise de l'école, effectivement, en France, devient une situation vitale. Elle engage le pronostic vital de l'avenir du pays. La France doit être déclarée en état d'urgence éducative. Et il suffit de regarder les statistiques pour s'en convaincre. C'est une expérience que touche du doigt des dizaines de milliers de professeurs tous les jours. Mais si vous voulez vous en faire une idée chiffrée, regardez par exemple l'enquête Teams qui a été publiée la semaine dernière. C'était le jour de la censure du gouvernement de Michel Barnier, donc ça
n'a pas eu beaucoup d'écho, et pourtant c'est un événement, ça devrait être regardé comme un événement majeur. L'enquête TIMSS, qui est une enquête menée dans tout l'OCDE, donc dans les pays développés sur l'apprentissage des mathématiques, met la France une fois de plus au dernier rang des pays européens, et maintenant à l'avant-dernier rang de tout l'OCDE. C'est un effondrement absolu, un effondrement. Et ce qui vaut pour les mathématiques vaut pour évidemment toutes les autres disciplines. Mais les mathématiques, c'est d'autant plus marquant que la France est un très grand pays de mathématiques. Dans son histoire, bien sûr, mais aussi, même encore récemment. La France, c'est le deuxième pays au monde en nombre de médailles Fields par habitant. Les médailles Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Donc, on a une grande histoire avec les mathématiques. On a été jusqu'à il y a peu un très grand pays de mathématiques. Et aujourd'hui, on est en train de sortir littéralement des radars. Alors même que la France dépense le premier budget de l'État pour l'école et que la France est le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Donc, même du point de vue du contribuable, là, il y a une faillite mais qui devrait faire un scandale absolu. Et moi, ce qui me fascine, c'est l'indifférence avec laquelle ces chiffres sont reçus. Donc oui, il y a un sujet absolument majeur. Et vous avez raison, vous touchez du doigt une question qui est particulièrement inquiétante, c'est que c'est sans doute le seul sujet sur lequel un pays puisse commettre des erreurs définitives. Si vous avez été trop laxiste en matière de dépenses publiques et que vous avez accumulé une dette très préoccupante, vous décidez qu'un jour il faut faire des économies. Ce ne sera pas simple, évidemment, il faut du courage. Enfin, on y va, on fait des économies, on rétablit les finances. Si vous avez été trop laxiste en matière de sécurité, il y a un moment où vous remettez des policiers dans la rue, des gendarmes, et puis vous leur donnez les moyens d'agir et vous pouvez rétablir l'ordre. Mais si vous n'avez pas transmis le savoir pendant toute une génération, alors qui transmettra de nouveau la connaissance qui ne s'est pas relayée d'une génération à l'autre? Et ça, c'est pour moi un sujet de préoccupation majeure. Quand on voit aujourd'hui à quel point le métier de professeur perd de son attractivité, c'est bien sûr pour des raisons matérielles, parce que la rémunération dit assez le peu de considération que collectivement notre pays porte à ceux qui enseignent. Mais c'est pas seulement une question matérielle. C'est aussi parce que on a volé aux professeurs leur métier, qu'on leur a retiré le sens même de leur métier, qu'on leur a retiré la dignité de leur métier. Moi, je fais partie d'une génération qui, à l'IUFM, a appris qu'il fallait surtout pas transmettre des connaissances, qu'il fallait que les élèves produisent leur propre savoir. Une génération à qui on a expliqué que rien n'était pire que le cours magistral. Vous aviez désobéi? Oui, ça m'a valu quelques ennuis d'ailleurs, mais j'ai été inspecté à de très nombreuses reprises pendant ma première année avant ma titularisation. Et heureusement, ce qui m'a sauvé, c'était mes élèves. Mes élèves j'enseignais en zone urbaine sensible. C'était ma première année d'enseignement, comme beaucoup de jeunes profs qu'on envoie souvent dans les coins les plus difficiles. Mais en réalité, mon expérience, alors j'enseignais la philosophie, donc je n'avais que des terminales. J'avais une tâche sans aucun doute bien moins difficile que celle de beaucoup de professeurs de collège, qui sont dans les années où c'est vraiment le plus compliqué. Mais mon expérience, malgré tout, et ça, je pense que beaucoup de professeurs pourront en témoigner avec moi, c'est que quand on vient devant des élèves, même en difficulté scolaire, quand on vient devant des élèves, même de milieu modeste, quand on vient devant des élèves, même issus de l'immigration, et je dirais d'ailleurs même presque, surtout, des élèves qui ont peu reçu, et qu'on leur propose quelque chose qui vaut la peine d'être entendu, qui vaut la peine d'être appris, alors mais en réalité, on trouve toujours en face de soi le désir infini d'apprendre. C'est pas mes élèves issus de l'immigration qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de culture française. C'est Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République. Et c'est un problème d'adulte. C'est un problème d'élite. C'est pas du tout nos élèves qui ont défait l'école. C'est nous qui l'avons déconstruite. Et je pense que dire ça, c'est aussi un acte d'espérance, parce que rien n'est impossible. Si on veut s'en donner les moyens, on peut reconstruire une école qui assure sa mission. Mais c'est évidemment aussi une urgence dans l'action. Parce que si on ne rétablit pas les choses maintenant, en effet, le savoir qui ne se transmet pas aujourd'hui, il sera difficile de trouver demain les professeurs pour l'offrir, qui seront eux-mêmes victimes de cette crise de l'éducation.
Je voudrais maintenant qu'on refasse un bond dans le temps depuis vos années de professeur pour revenir à cette campagne des européennes de 2024 où en fait on a découvert une sorte de nouveau François-Xavier Bellamy. C'était un François-Xavier Bellamy qui clashait, qui se rendait à Sciences Po dans une séquence très réussie face à Louis Boyard, il faut le dire. Mais on a découvert quand même une nouvelle facette de vous qui s'est révélée à ce moment-là, peut-être plus expansive, peut-être plus offensive de manière générale. Est-ce que vous avez eu un changement vous-même? Est-ce que c'était une stratégie? Pourquoi il y a eu ce nouveau François-Xavier Bellamy quelque part? Peut-être que la seule vraie différence, c'est que la campagne faisait que plus d'attention a été portée sur ce que j'essaye de proposer. En réalité, je ne me suis pas senti changer. Moi, je suis rentré en politique pour combattre, parce que je sais que la politique, c'est un combat, pour défendre des idées, pour reprendre du terrain. Et si j'ai été à Sciences Po, c'était juste pour ça. Enfin, je pensais pas du tout que ce moment aurait tant d'écho. J'y suis juste allé parce que je veux plus laisser de terrain à ceux qui sont aujourd'hui en train de tenter, notamment dans notre enseignement supérieur, de saturer tout l'espace. Maintenant, ça suffit, en fait. Et ça m'arrive que des gens me disent « Ah là, mais vous avez été super courageux d'aller à Sciences Po ». Non, enfin, franchement, c'était... Ceux qui sont vraiment courageux, c'est les étudiants qui, tous les jours, à Sciences Po, dans les facs, dans les IEP, partout en France, font vivre la liberté alors qu'elle est attaquée partout, et qui décident de ne pas se résigner, et qui mènent ce combat tous les jours. Eux sont courageux. Moi, j'ai été à Sciences Po ce jour-là, et je suis très heureux si j'ai pu contribuer à les faire entendre, à leur donner une voix. Mais en réalité, c'est moi qui les admire. Tous les étudiants, et en particulier tous les étudiants de droite, même si c'est un combat qui devrait réunir des gens de tous bords, le combat pour la liberté, mais qui refusent que notre enseignement supérieur soit instrumentalisé, qui refusent le poids de l'idéologie sur des lieux qui devraient être consacrés à la liberté de penser, à cultiver cette liberté par l'exigence du savoir. Les étudiants qui mènent ce combat de résistance tous les jours, c'est moi qui les admire. Il ne faut pas renverser les choses. La politique, c'est un combat, et ce combat, je l'ai mené tous les jours au Parlement européen pendant 5 ans. Et encore une fois, peut-être que c'est moins visible, plus discret, plus silencieux, mais ça reste du combat. Déposer des amendements, défendre un texte, essayer de faire valoir une ligne, gagner des batailles, faire bouger les équilibres, c'est des combats de tous les jours. Là, je reviens de Strasbourg, j'y étais ce matin, tous les jours au combat, tous les jours. Et donc, dans la campagne, j'ai fait ce que je fais tous les jours. Je ne me suis pas tellement forcé. Quand le chancelier allemand est venu au Parlement européen, je lui ai dit en face les vérités que je crois la France a le devoir de dire à nos voisins allemands. Quand le président de la République est venu dans l'hémicycle du Parlement européen, je ne me suis pas gêné non plus pour exprimer ce que je crois beaucoup de Français avaient à partager avec lui. Je pense que la politique, c'est pas du spectacle, c'est de l'action, c'est du travail, c'est un travail patient et tenace. Mais dans ce travail, il y a une grande part de combat, et oui, c'est aussi comme ça que j'ai vécu mon mandat, comme j'ai vécu cette campagne, et comme je vivrai le mandat qui s'engage à Strasbourg et à Bruxelles. Alors on va parler justement de vos combats et de vos adversaires aussi. Pour rester juste sur les européennes, avant de revenir à l'actualité très récente, il y avait aussi une personnalité à qui vous êtes beaucoup confronté durant cette première partie de l'année 2024, c'est Rima Hassan. Vous avez eu de nombreuses passes d'armes avec elle. Pour vous, alors la question peut-être un peu bateau, mais de quoi Rima Hassan est-elle le nom? Rima Hassan, elle porte avec elle l'expression d'une transformation de la vie politique française à laquelle il faut être extrêmement attentif. Au Parlement européen, ce qui me frappe, c'est qu'elle ne parle que d'un sujet qui est la question palestinienne. Et bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ce qui se passe dans les territoires palestiniens, c'est un sujet de préoccupation majeure pour nous. Mais en réalité, en faisant cela, elle construit une proposition politique dont le but est d'abord de parler à des communautés sur le sol national, à des gens qui sont liés par ce sujet
et la France insoumise cherche à les enfermer dans la communautarisation. Elle cherche à jouer là-dessus, à créer des clientèles. Et ça me semble être extrêmement préoccupant. Parce qu'en réalité, à la fin, il y a une logique de conflit, il y a une logique de guerre. Moi, Rima Hassan, j'ai rien de personnel à son égard. Simplement, il me semble qu'elle a vraiment franchi des lignes rouges extrêmement graves en allant jusqu'à justifier les actions du Hamas. Et moi, j'en suis resté à cette réponse que je crois tellement marquante. Lorsqu'interrogée par un média qui lui demande si l'action du Hamas est légitime, après le 7 octobre, elle répond oui. Elle pourra ensuite ajouter toutes les justifications, les raisons, les dénégations qu'elle voudra. Elle a répondu oui à cette question. Et moi, ça me suffit. Dans un pays comme la France qui a connu le terrorisme islamiste et qui a payé le prix du sang face au terrorisme islamiste, dans un pays qui a envoyé ses soldats combattre le terrorisme islamiste, y compris au prix de leur vie, sur tant de théâtres d'opération, qu'un responsable politique ose dire que le mouvement islamiste Hamas était légitime, que son action l'était après le pogrom antisémite du 7 octobre, voilà, ça suffit à me faire penser que là, pour le coup, il y a une divergence qui n'est pas seulement d'opinion, de conviction, de valeur, mais qui est une divergence de principe sur ce que c'est que la réalité de ce qui doit nous réunir. Donc voilà, moi je me suis contenté de dire cela au moment où Madame Hassan candidatait pour être vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Et effectivement, j'assume d'avoir lancé l'alerte sur ce sujet. J'assume d'avoir parlé avec mes collègues. Beaucoup d'entre eux ne connaissent pas nécessairement la France insoumise. Quand vous êtes un député slovaque ou portugais, vous ne savez pas exactement quel est l'arrière-plan de cette famille politique. Et j'assume d'avoir fait obstacle à son élection à ce poste. Obstacle qui n'est pas levé, j'en suis très heureux. Tant que je serai au Parlement européen, je crois qu'il ne le sera pas. Et ça me paraît fondamental parce que quelqu'un qui justifie le Hamas puisse ensuite se revendiquer d'une position comme vice-présidente d'une commission des droits de l'homme du Parlement européen, ce serait quand même évidemment non seulement dramatique d'un point de vue moral, mais ce serait très inquiétant d'un point de vue politique, dans les conséquences que ces positions pourraient avoir. Ça m'a valu d'être menacé de mort par Madame Hassan. Voilà, ça fait une différence entre nous. Moi, je mène le combat politique, démocratique au Parlement. Ça se passe avec des élections, des votes. Ça se passe avec les combats que je vous décrivais tout à l'heure. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'envoyer des menaces de mort à l'égard de qui que ce soit, y compris de Madame Hassan. Chacun choisit les armes qu'il veut. Moi, je crois à celles de la démocratie, qui peuvent être fermes, intransigeantes, mais qui constituent justement l'occasion d'un refus de cette spirale de la violence. Et je crois que la logique qui pilote aujourd'hui le calcul clientéliste de la France insoumise, c'est la logique qui voudrait précipiter la France dans l'expérience de la violence et de la guerre civile. Alors, on a abordé vos adversaires bien à votre gauche. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde aussi la question de ceux qui se situent à votre droite. Alors, vous me direz si le mot adversaire, c'est le mot adversaire, concurrent, opposant, lequel le convient le mieux. Dans un meeting à Étrépagny la semaine dernière, Marine Le Pen a déclaré, alors je vais citer, « Monsieur Bellamy a tenté de s'acheter une image de défenseur de nos producteurs. Monsieur Bellamy siège pourtant dans le même groupe au Parlement européen qu'Ursula von der Leyen et a voté pour la réélire. » Alors, cette histoire des commissaires européens et de la Commission européenne, c'est une sorte de vieux serpent de mer qui revient assez régulièrement, notamment qui est beaucoup revenu durant la campagne des européennes. Concrètement, alors la question va être très directe, mais je pense que les auditeurs et ceux qui nous écoutent ont vraiment besoin d'une clarification à ce niveau-là, d'un discours le plus clair possible. Voilà. Mais êtes-vous avec Ursula von der Leyen? Êtes-vous un soutien d'Ursula von der Leyen? Je suis vraiment désolé de le dire, mais Marine Le Pen ment. Et j'espère qu'elle le sait, parce que sinon ce serait le signe d'une incompétence extrêmement préoccupante pour quelqu'un qui a été longtemps au Parlement européen. Ursula von der Leyen, nous ne l'avons pas soutenue dans le premier mandat qu'elle a mené à la tête de la Commission. Elle était nommée par Emmanuel Macron en particulier, qui l'a proposé pour ce poste. Le candidat de notre famille politique, c'était Manfred Weber. Et c'est Emmanuel Macron qui a fait obstacle à l'élection de Manfred Weber comme président de la Commission européenne. Donc elle n'était pas notre candidate.
Et pendant toute la campagne européenne, en m'appuyant sur le bilan de cette commission, à laquelle je m'étais, avec les élus de ma délégation, si souvent opposé, sur la question de l'agriculture, de l'industrie, du nucléaire, de l'immigration. Nous avions bien souvent des positions absolument divergentes et nous avons mené le combat contre ce que portait cette commission. Pour toutes ces raisons-là, j'ai mené la campagne européenne en 2024 en assumant que nous ne soutiendrions pas Ursula von der Leyen pour un second mandat et que nous voterions contre elle si elle était de nouveau candidate. Et c'est ce que nous avons fait en juillet dernier. Le vote était en juillet dernier. En novembre dernier, Ursula von der Leyen ayant trouvé une majorité, même si nous nous y étions opposés, comme je m'y étais engagé, en novembre dernier, Ursula von der Leyen a constitué la Commission européenne. Ce n'est pas elle qui la nomme. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays européens qui chacun nomme un commissaire. C'est Emmanuel Macron qui a nommé initialement Thierry Breton, puis l'a remplacé par Stéphane Séjourné. Et chaque chef d'État et de gouvernement nomme un commissaire européen. Et nous avons dû voter donc sur cette équipe avec les 26 commissaires européens nommés par les États membres. Et ce qui se passe en Europe en ce moment, qui pour le coup m'intéresse beaucoup plus que les mensonges de Mme Le Pen, ce qui se passe en Europe en ce moment, c'est que toute l'Europe bascule à droite. Quand j'ai été élu en 2019, il y avait 7 chefs d'État et de gouvernement de droite sur 28. Avec quelques années de recul, en 2024, il y a maintenant 14 chefs d'État et de gouvernement de droite sur 27. Et demain, les choses vont sans doute encore s'accentuer si l'Allemagne bascule de nouveau à droite, si l'Espagne, avec le Partido Popular, bascule de nouveau à droite. Donc on voit bien que c'est un mouvement de fond. Et d'ailleurs, la question qui se pose, c'est quand est-ce que nous, en France, on finira par parvenir à rejoindre ce mouvement de fond. Mais comme les chefs d'État et de gouvernement nomment les commissaires, logiquement, il y a maintenant, autour de la table de la Commission, quand ils étaient 7 dans le précédent mandat, il y aura 14 commissaires européens sur ces 26 qui appartiennent à ma famille politique. Les sujets les plus stratégiques, nous ne les contrôlions pas dans la précédente mandature. L'agriculture, la pêche, mais aussi l'industrie, mais aussi l'environnement, mais aussi l'immigration. C'était l'immigration, une social-démocrate danoise qui était commissaire à l'immigration. Autant dire qu'on n'a pas été d'accord sur grand-chose. Aujourd'hui, le commissaire à l'immigration, ce sera un Autrichien de droite. Autant dire qu'on va pouvoir travailler. Donc, cette commission-là, oui, c'est vrai, nous avons considéré avec les élus de notre délégation que ça valait le coup de la lancer en piste pour qu'elle commence à travailler. Et donc, nous avons voté pour la commission, mais pas pour Mme von der Leyen. Et quand Mme Le Pen dit cela, elle ment. Et ça me paraît être un signe de faiblesse étonnant. Je ne sais pas pourquoi je suis depuis quelques jours la cible des attaques répétées du Rassemblement national, mais ces attaques, malheureusement, sont toutes mensongères. Et à un certain point, quand j'en parle avec des élus du RN, certains me disent « Ah, mais tu comprends, on fait de la politique, c'est normal. » Mais non, la politique, ça n'implique pas de mentir. Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, sinon j'aurais fait un autre choix en termes d'appartenance politique. Mais quand j'exprime ces désaccords, et par exemple, j'étais en désaccord avec le Rassemblement national sur l'opportunité de censurer le gouvernement de Michel Barnier. Ça n'est pas du tout un mystère. Je considère qu'on n'a pas renforcé la France en faisant tomber ce gouvernement et qu'on n'a pas même renforcé l'opposition nécessaire à Emmanuel Macron, puisque paradoxalement, c'est lui qui reprend la main. Donc voilà, il faut juste regarder la réalité en face. La situation actuelle n'est pas une alternance à droite. On n'a pas gagné les dernières élections législatives, mais il faut bien qu'on fasse de cette situation l'occasion d'agir utilement pour le pays, aussi utilement que possible dans les 2 ans qui viennent. C'est donc un vrai désaccord que j'ai avec le Rassemblement national. Bon, ils ont choisi de voter la censure. Chacun fait ses choix. Je respecte leurs responsabilités. Mais je dis mes désaccords. J'ai pas besoin de mentir pour ça. J'ai pas besoin de faire semblant que le Rassemblement national dit des choses qu'il ne dit pas. Je vois Jordan Bardella qui dit oui, François-Xavier Bellamy finalement soutient le Mercosur parce qu'il est dans un groupe qui soutient le Mercosur. Mais là encore, mais c'est tellement désolant intellectuellement. La vérité, c'est que je suis sûr que Marine Le Pen et Jordan Bardella le savent. Le débat européen, c'est un débat entre des forces politiques, mais c'est aussi un débat entre des pays, bien souvent. Et le débat sur le Mercosur va être un débat entre des pays, beaucoup plus qu'entre des formations politiques. Expliquer peut-être sur le Mercosur aussi pour nos éditeurs, parce que, à nouveau, comme la Commission européenne, c'est vrai que vous admettrez que la technocratie bruxelloise n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Si jamais vous pouviez expliquer aussi votre position sur la question du Mercosur. Donc, si on comprend ce que vous dites, vous êtes opposé au Mercosur, mais récemment, vous avez voté pour un vote sur le Mercosur, c'est... Non.
Non, j'ai toujours été opposé au Mercosur, j'ai toujours voté contre le Mercosur, et nous voterons contre le Mercosur quand il sera présenté au Parlement européen dans quelques mois, et on travaille d'arrache-pied pour construire une majorité contre le Mercosur, et on ne trouvera pas un seul vote, ni de moi, ni d'aucun élu de ma délégation, qui soit favorable à cet accord de commerce. Aucun. Le fait est que ce que me reproche Jordan Bardella, c'est que je suis dans un groupe où d'autres délégations nationales sont favorables au Mercosur. Mais ce sera aussi son cas. Le dernier accord de commerce qui a été préparé et voté au Parlement européen, c'est l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande. J'ai voté contre, comme Jordan Bardella, mais la quasi-totalité du groupe de Jordan Bardella a voté pour. Et moi, je ne le lui reproche pas. J'irai pas devant les Français en disant que Jordan Bardella est favorable à cet accord avec la Nouvelle-Zélande au motif que des gens dans son groupe l'ont voté. C'est le principe du combat européen, que nous allons au Parlement pour faire entendre la voix des Français. Et la voix des Français, elle est parfois en désaccord avec celle de nos voisins allemands, avec celle des Italiens, avec celle des Polonais. Et c'est normal, c'est le principe. Sinon, on n'y va pas du tout au Parlement européen. Et c'est malheureusement un peu le risque, c'est qu'à force de se contenter de communiquer, on finit par être absent au moment où il faut agir. Moi, je suis au combat tous les jours. Et donc oui, dans mon groupe, il y a des délégations nationales qui soutiendront le Mercosur, bien sûr. Pour nos voisins allemands, c'est une évidence que le Mercosur est une opportunité économique et ils voteront pour. Et je ne leur reproche pas. Les socialistes allemands voteront pour le Mercosur. Les écologistes allemands voteront le Mercosur. Pour l'Allemagne, qui est excédentaire commercialement, c'est une opportunité économique. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les députés allemands défendent l'Allemagne. C'est une surprise? Bien sûr que non. Il y a des députés dans le groupe de M. Bardella qui voteront en faveur du Mercosur. Ça ne m'oblige pas à faire semblant que M. Bardella n'est pas clair sur le sujet. Moi, je sais très bien qu'il est contre le Mercosur. Et il sait très bien que je suis contre le Mercosur. Et le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire une proposition politique qui convainque les Français, plutôt que de mentir aux gens. Parce que le sujet, à la fin, quand on fait de la politique, c'est de prendre les citoyens au sérieux. Parce que c'est que comme ça qu'on peut réussir à les représenter vraiment. Moi, je ferai entendre dans ce débat la voix des agriculteurs. Et Marine Le Pen, elle peut en penser ce qu'elle veut en disant que je m'improvise défenseur des agriculteurs. On l'a toujours été. On a mené le combat pour l'agriculture française depuis des années maintenant, y compris quand le Rassemblement national était aux abonnés absents. C'est comme ça, on continuera de mener ce combat demain. Et le fait est qu'aujourd'hui, peut-être c'est la raison de cette attaque étonnante, Mme Le Pen se sent peut-être un peu gênée parce que les agriculteurs, beaucoup d'entre eux lui en veulent d'avoir, en votant la censure, fait tomber les projets de loi agricoles qui étaient sur le point d'être discutés à l'Assemblée nationale et dont ils avaient besoin, en votant la censure, d'avoir, et je le maintiens, j'ai dit cela et je n'ai dit que cela, mais je maintiens ce que j'ai dit, en votant la censure dans ce moment critique pour la négociation de l'accord sur le Mercosur, c'est un fait que le Rassemblement national n'a pas renforcé la voix de la France dans un moment où il était fondamental qu'elle puisse se faire entendre. Et c'est un fait que ça n'a échappé à aucun observateur européen. 2 jours après que Michel Barnier soit tombé, Ursula von der Leyen est partie en Amérique du Sud pour signer cet accord. Le lendemain de la censure, Michel Barnier devait aller en Italie, rencontrer Giorgia Meloni, notamment pour parler de l'accord sur le Mercosur, en espérant faire basculer l'Italie dans le camp de ceux qui s'y opposent. Il avait déjà réussi à retarder une fois la signature de l'accord. Il avait obtenu le soutien de la Pologne pour s'opposer à cet accord. Si l'Italie avait rejoint ce camp des détracteurs du Mercosur, peut-être que la signature aurait été plus compliquée. J'en sais rien. C'est un fait que ça n'a pas aidé. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'est de tourner la page et de regarder l'avenir et de préparer surtout le plus important, une majorité qui saura s'opposer à cet accord dans l'hémicycle du Parlement européen. Et j'espère qu'on y parviendra. En tous les cas, avec Céline Imar, on y travaille tous les jours. Alors, on va rester, on reparlera de la censure un petit peu plus tard pour rester sur le plan européen aussi. Ce qu'on a vu, pareil, durant la campagne des européennes, mais qui se poursuit toujours aujourd'hui, c'est votre inimitié avec Jordan Bardella. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressort particulièrement, en tout cas, une opposition. Je ne sais pas si, justement, ma question, quelque part, c'est qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella, quelque part, personnellement et politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de passes d'armes, notamment sur les réseaux sociaux, sur la question du Mercosur, on en parlait à l'instant, sur la question de von der Leyen. Généralement, c'est lui qui monte au créneau, c'est lui le représentant de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Vous êtes celui des Républicains. Concrètement, quelle est votre opinion sur lui ? Mais moi, je suis frappé de cette situation parce que, pour ma part,
Ce qui compte pour moi, c'est de creuser mon sillon, d'avancer, d'être utile. Je n'ai jamais considéré que c'était en cherchant à désigner des cibles qu'on allait améliorer la situation du pays. Et donc, je vois bien, effectivement, qu'il semble que ce soit devenu presque obsessionnel. Je suis devenu le sujet de préoccupation des figures les plus importantes du Rassemblement national. Moi, c'est pas mon cas. La seule chose qui m'importe, c'est la France, et c'est de faire entendre la voix de la France en Europe. Le Rassemblement national, je ne crois pas un instant comment dire je ne crois pas que le Rassemblement national soit la solution pour l'avenir du pays. Et je pense que les élections de juillet dernier l'ont montré, paradoxalement. Et ces élections m'ont conforté dans le sentiment que notre devoir, c'était de reconstruire une droite qui assume d'être de droite et de réunir demain la majorité silencieuse qui, en France, veut que ça change sur les sujets les plus importants, sur les questions migratoires, sur la reconstruction de l'école, sur la sécurité retrouvée, sur le rétablissement des finances publiques. Une famille politique qui défende ce corpus d'idées à la fois simple et majoritaire qui permettra que la France se relève. Je dis pas ça pour critiquer le Rassemblement national, je dis ça parce que je crois que c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur qu'aujourd'hui le pays est dans cette fragilité. Et donc mon sujet, c'est pas de parler du Rassemblement national, mon sujet, c'est de parler de ce que nous devons proposer. J'ai jamais été de ceux qui pensaient que c'est par des jugements moraux, des anathèmes, des ostracismes, qu'on allait réussir à sortir de la crise démocratique que ce pays traverse aujourd'hui. Et encore tout récemment, vous voyez, le fait que le RN m'attaque de façon quotidienne maintenant ne m'a pas empêché de dire que je trouve scandaleux que ce parti ne soit pas associé aux concertations qui ont lieu à l'Élysée, encore à Matignon récemment, pour la construction du futur gouvernement. Le président de la République a souhaité réunir les forces politiques du pays. Je l'ai dit avant d'aller à cette réunion, je l'ai redit encore après. S'il voulait consulter les forces politiques du pays, il fallait consulter toutes les forces politiques du pays. Et il n'y a aucune raison de mettre à l'écart un parti politique auquel des millions d'électeurs français ont décidé de confier leur voix. J'ai beau être en désaccord avec le Rassemblement national sur des points précis, ça ne m'empêche pas pour autant de tenter de combattre l'ostracisme que subissent aujourd'hui des Français, qui me semble totalement illégitime. Mais encore une fois, vous voyez, c'est une manière de vous dire que mon sujet n'est pas de faire une obsession de cette étonnante situation. Mon seul sujet, c'est la France. Et ce que je vois à la fin, et je le vois, et je pense que c'est un fait qu'on ne peut que constater, le Rassemblement national mobilise des millions de Français dans les élections au premier tour. Et de fait, une grande partie de la population française lui fait confiance au premier tour des élections, mais il n'arrive pas à rassembler une majorité au deuxième tour. On l'a vécu d'une manière très brutale dans la dernière élection législative, donc il faut bien en prendre acte. Il y a un moment où le sujet n'est pas de faire de plus en plus de voix au premier tour, le sujet c'est, dans un système électoral comme le nôtre, de rassembler une majorité au deuxième tour. Et le fait est que le vieux piège que la gauche a inventé fonctionne toujours. Et c'est ce piège-là qui fait que, bien que les attentes des électeurs français soient d'une écrasante majorité dirigées dans la même direction, à la fin, elles ne sont en réalité pas traduites dans la réalité démocratique, dans la réalité parlementaire et gouvernementale. Et c'est ça qu'il faut réussir à surmonter. Et j'observe que c'est ça que beaucoup de pays autour de nous sont en train de surmonter aujourd'hui. Parce que dans la plupart des pays qui nous entourent aujourd'hui, ce sont nos alliés qui gagnent. Pas ceux de M. Macron, ni ceux de Mme Le Pen. Ce sont les familles politiques de la droite assumée comme telle, de la droite de gouvernement, qui sont aujourd'hui en train de regagner une majorité dans la plupart des pays européens. Il n'y a pas de raison que la France y fasse exception. Alors, sur la question, je reste, un petit peu aussi sur la question du Rassemblement national. Il y a 6 mois, il y a quand même eu la création de l'UDR. Éric Ciotti, président des Républicains, annonce qu'il préfère l'alliance avec le Rassemblement national à l'alliance avec Macron. C'est à peu près en ces termes qu'il l'a dit. Ça a provoqué plusieurs départs dans votre parti. Aujourd'hui, vous collaborez avec 3 personnes au Parlement européen, Céline Imar, le général Gomard et aussi Laurent Castillo, qui, eux, sont restés proches
d'Éric Ciotti. Est-ce qu'il n'y a pas un problème partisan à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut quelque part être aux Républicains et rester amis avec Éric Ciotti? Vous n'avez pas cité Isabelle Le Callennec et Nadine Morano, comme ça la délégation est au complet. Tout à fait. On est 6 dans la délégation et on est tous sur la même ligne. On appartient au PPE, on s'est engagé sur une ligne politique claire. Le PPE, c'est la famille politique de la droite européenne et c'est à l'intérieur de cette famille, y compris avec les divergences que j'évoquais parfois, que nous nous battons pour faire entendre la voix des Français tous les jours. Non, il y a une cohérence parfaite au sein de la délégation. Sur ce qui s'est passé cet été, la première chose à dire, c'est que moi, j'ai fait campagne avec Éric Ciotti pendant plusieurs mois pour l'élection européenne. Il m'a fait confiance pour être tête de liste de notre famille politique à l'occasion de cette élection. Et c'est vrai que il le sait, on en a parlé. J'ai d'abord beaucoup regretté la manière dont il a engagé sans trop de concertation, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le parti qu'il présidait dans une direction que nous n'avions pas partagée. À l'élection européenne, et ça ne posait de problème à personne, on défendait nos couleurs, on défendait notre ligne, on défendait notre identité politique, et on s'était allié ni à Mme Le Pen, ni non plus à M. Macron. Il n'y avait pas de raison de s'allier ni à l'un ni à l'autre. Moi, je crois que la droite a quelque chose à dire à la France, et je crois que la droite peut redevenir majoritaire en France demain. Et j'observe de ce point de vue-là qu'il y a évidemment un choix qui n'avait rien d'une évidence, parce que quand je lis ce que Marine Le Pen disait à 2 semaines de l'élection législative cet été, en disant que le RN n'avait jamais été et ne serait jamais un parti politique de droite, bon, je me dis que c'est quand même pas une évidence pour des gens qui ont défendu pendant des années la refondation de la droite de rentrer dans cette direction. Encore une fois, je dis ça pas pour passer mon temps à commenter ce que font les autres, parce que ça m'intéresse pas, mais pour décrire le sillon que je crois nécessaire de creuser et que je continuerai de creuser. Alors maintenant, venons-en au niveau national, effectivement. Michel Barnier a été Premier ministre de la France durant 3 mois. Son gouvernement est tombé il y a maintenant environ 1 semaine, 10 jours. Concrètement, vous avez toujours combattu le centre, vous avez toujours combattu Emmanuel Macron, vous avez toujours exprimé des désaccords qui étaient francs et sans ambiguïté avec lui. Pourtant, à nouveau, les Républicains, pour la première fois d'ailleurs, les Républicains ont fait une alliance de gouvernement avec des membres du centre, des partis qui composent le centre, le bloc d'Emmanuel Macron. Concrètement, est-ce qu'il y a eu une alliance? Comment est-ce que vous qualifieriez finalement ce gouvernement transpartisan? C'était évidemment une réalité infiniment complexe et difficile. Ce n'était pas une alternance. Et je le redis encore une fois, nous, je reconnais le premier que l'alternance à droite, elle n'est pas encore arrivée. Je l'espère pour 2027, pour la prochaine élection présidentielle. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore réalisée. Simplement, la réalité veut qu'on hérite d'une situation dans laquelle personne n'a de majorité. Et pour nous, il y avait 2 préoccupations majeures, et 2 préoccupations qui restent intactes. La première, c'est éviter que la gauche n'arrive au pouvoir. On peut vouloir le meilleur, mais dans la vie politique, il faut aussi savoir souvent éviter le pire. Et pour moi, aujourd'hui, un gouvernement du nouveau Front populaire, ce serait le pire pour le pays. Et ils sont arrivés, rappelez-vous, en revendiquant d'avoir gagné, parce qu'ils avaient, avec leur coalition hétéroclite, obtenu la première place. Donc il y avait évidemment un risque réel, si nous n'étions pas prêts à mettre notre part dans cet effort, il y avait un risque réel que on se retrouve demain avec des élus de la France insoumise dont on parlait tout à l'heure, dans des positions de responsabilité, ce qui aurait été un désastre pour le pays, sur le plan évidemment économique, budgétaire, on imagine l'effondrement auquel ça aurait conduit, mais aussi sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, et du point de vue de la transmission de nos valeurs fondamentales, de nos principes, de notre identité. Donc pour nous, c'était la priorité absolue. Et la deuxième priorité,
c'est de faire en sorte que, autant que faire se peut, dans ce contexte infiniment contraint et compliqué et inattendu, que les 2 ans qui viennent ne soient pas perdus pour le pays. La France est devant de telles urgences. Parler des questions d'immigration, bien sûr que ce n'était pas pour nous un choix simple, mais Michel Barnier avait toujours été un opposant d'Emmanuel Macron lui aussi. Le voir arriver à Matignon, c'était la perspective de changer au moins en partie la politique qu'il avait menée. Et sur les sujets, par exemple, d'immigration, de sécurité, on a vu ce qu'un Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur pouvait changer, ne serait-ce que dans la parole, la liberté de la parole. Et ça compte, en fait, à la fin. Mais aussi dans la capacité d'action. Et déjà, les choses ont changé pour beaucoup de policiers, de gendarmes sur le terrain, qui voient que le mandat est maintenant plus clair et que la mission est exigeante. Annie Genevard au ministère de l'Agriculture, eh bien, d'un seul coup, c'est pour ça que les agriculteurs sont furieux. Ça changeait aussi de cap. Et les agriculteurs avaient besoin que le gouvernement soit de nouveau capable, non plus de céder au déni de réalité et au délire de la décroissance, mais de les écouter et de construire avec eux une politique qui encourage notre agriculture plutôt que de la fragiliser. Je pense ces exemples-là parmi d'autres, mais pour nous, en tous les cas, le point important, c'est de faire en sorte que les 2 ans qui viennent ne soient pas 2 ans de perdus, parce que ces urgences-là, le pays ne peut pas attendre pour qu'elles soient résolues. Alors, on vous a vu aussi, il y a une semaine, aux côtés de Laurent Wauquiez, qui annonçait que les Républicains seraient prêts à discuter pour entrer dans un gouvernement dans lequel il y aurait des membres du Parti Socialiste, qui est quand même votre opposant historique. C'est ce qui a été déclaré, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez devant BFM TV, en l'occurrence, expliquez-moi peut-être, mais c'est plutôt globalement ce qui était assez, enfin pour moi c'était assez clair quand même, mais... Non, ce qu'on a dit nous, de manière très claire, mais je comprends que dans le moment actuel, tout est tellement nébuleux que ça devient difficile à suivre, mais nous, notre ligne n'a jamais changé, et on a toujours dit cette chose simple que je viens de vous rappeler à l'instant, notre préoccupation, c'est de refuser absolument un gouvernement de gauche, un gouvernement NFP. Et donc on a dit dès le début que la raison qui ferait que notre censure serait immédiate, sans réflexion, sans discussion, sans négociation possible, ce serait la mise en œuvre du programme du NFP et des ministres issus de la France Insoumise. Pour le reste... Parti socialiste, donc des ministres issus du Parti Socialiste, et des ministres issus des Républicains dans le même gouvernement de François Bayrou, en l'occurrence, c'est possible? Non. Si François Bayrou décide de construire un gouvernement avec des socialistes, ce sera son choix, mais ce sera sans nous. Et nous, on a toujours dit qu'il y avait une chose qui était les conditions d'une censure immédiate, automatique, pour le coup, annoncée d'avance, comme ça surprend personne. Pour le reste, on a toujours dit aussi que participer au gouvernement, ça n'avait rien d'une évidence. Et qu'on regarderait quelle était la feuille de route et quelles étaient les personnes sur lesquelles s'appuierait le prochain gouvernement. C'était pas une évidence pour nous d'accompagner Michel Barnier dans ce choix qui était déjà difficile, c'était exigeant, y compris pour lui d'ailleurs. On n'avait jamais pensé en effet qu'un jour on serait conduit à essayer de faire tenir une équation gouvernementale avec des gens auxquels on s'était opposé si longtemps et avec lesquels on continue d'avoir, je vous rassure, des divergences fondamentales. On n'a pas changé d'avis et on n'a pas changé de ligne. Ça n'avait rien d'une évidence, mais ce qui nous a conduit à nous engager dans cette voie, c'était qu'autour de Michel Barnier, on avait une idée de la ligne qui serait portée sur des questions qui sont essentielles pour nous, sur la question de l'immigration, de la sécurité, sur la question de l'agriculture, de l'industrie, sur les sujets d'enseignement supérieur, par exemple, qui était une question fondamentale. Patrick Hetzel au ministère de l'Enseignement supérieur, moi, ça me fait plus plaisir que quand M. Papendiaï était au ministère de l'Éducation nationale. Quand Alexandre Portier a pu aller faire entendre notre voix pour dire que l'Éducation nationale avait autre chose à faire que des cours d'éducation sexuelle et qu'il faudrait peut-être commencer par apprendre à lire, à écrire, à compter, moi, personnellement, comme un électeur français parmi d'autres, ça m'allait très bien aussi. Donc, voilà, on était prêt à faire ce chemin-là parce que on savait qu'on avait les conditions pour mettre en œuvre des idées qui nous ont toujours semblé absolument prioritaires. Maintenant, encore une fois, si demain le nouveau Premier ministre choisit de construire un gouvernement qui penche à gauche, ce sera, c'est très clair, sans nous. On n'est pas là pour participer au gouvernement à n'importe quel prix. Et moi, je l'ai toujours dit, on ne se reniera pas.
On a des priorités fondamentales à faire valoir pour l'avenir du pays. Je crois aussi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs lorsque j'ai été participer à ces discussions au cours des derniers jours, je crois qu'à la fin, un gouvernement a besoin d'une cohérence. Moi, j'ai jamais cru au en même temps. Je crois que la vie, c'est des choix. La vie politique, c'est des choix en particulier. Je crois qu'il y a une droite et une gauche, je le disais tout à l'heure, et qu'on ne les mettra pas d'accord. Et donc, il y a un moment où il faut que celui qui est à Matignon décide de s'engager dans une direction ou dans une autre. Mais nous, on ne renoncera pas à notre cohérence seulement parce qu'il faudrait rester à tout prix au gouvernement. C'est pas le cas. Alors vous parlez aussi donc de cette alternance aussi pour 2027, parce que on comprend que la période actuelle est particulièrement évidemment instable et que quoi qu'il arrive, il sera très difficile de mener une politique franche et sans compromis avec la gauche comme avec le Rassemblement national. Dans tous les cas, il faudra agir en les prenant en compte. Maintenant, sur la question justement de 2027 qui commence aussi à se dessiner, ou de 2025, qui sait si Emmanuel Macron démissionne. Il y a une proposition de David Lisnard qui a été formulée hier, qui était de faire une sorte de grande primaire de toute la droite, qui irait de Gérald Darmanin jusqu'à Éric Ciotti, en comprenant la famille des Républicains. Vous, concrètement, comment vous envisagez la suite pour porter 2027, la droite a souvent eu un problème d'incarnation, c'est peut-être de ça que vous avez souffert durant la campagne de 2022, par exemple. Comment est-ce que vous pensez l'incarnation de la droite pour 2027, et est-ce que vous seriez potentiellement intéressé par le fait de participer à une primaire ? Moi, il me semble qu'il ne faut pas renverser les choses. Le plus important, c'est pas le casting. J'ai beaucoup d'amitié pour David Lisnard, et justement, ce que j'estime le plus chez lui, c'est sa capacité à porter des idées, à parler du fond, à pousser ce vent de liberté qu'il veut faire souffler sur le pays. Je pense que ce qu'il apporte aujourd'hui à notre débat démocratique, c'est cette révolte contre les pesanteurs d'un État qui empêche partout, qui asphyxie, au lieu de rendre possible et de soutenir ceux qui créent. Le plus important, c'est pas le casting. Le plus important, c'est pas, oui, on est, je crois, probablement à 2 ans d'une élection présidentielle. Moi, je ne miserai pas sur une démission du président de la République parce que je crois aux institutions de notre pays. Et il me semble qu'aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte d'abord de préparer l'alternance. Si jamais il y avait ces 2 ans devant nous, la clé d'abord, c'est de faire en sorte de reconstruire la possibilité de cette alternance par le fond, par les idées, par le contenu. Et de ce point de vue-là, nous, on a un rendez-vous très important déjà à proposer, et tous ceux qui nous écoutent peuvent y participer. Ça va être le congrès de notre famille politique. Ce sera au début de l'année qui vient. On a un travail de refondation à mener qui va être fondamental, et il va falloir qu'il soit porté par un président et une présidente pour les Républicains. Je crois que ce congrès, il aura une importance particulière parce que ça va être le point de bifurcation. C'est le moment où on va devoir choisir de s'engager clairement dans ce travail de renouvellement, un travail qui implique justement de larguer les amarres avec ce qui peut-être n'a pas fonctionné dans le passé. Voilà, il faut assumer d'écrire une nouvelle page, non pas pour juger l'histoire une fois de plus, mais parce que notre devoir, c'est de préparer la suite. Et préparer la suite, pas seulement parce qu'on veut reconstruire un parti, mais parce que si on n'arrive pas à reconstruire, à réinvestir, à renouveler ce parti, alors, je le redis, je ne vois pas comment on arrivera à susciter une alternance en France en 2027. Moi, mon inquiétude majeure, c'est que se répète indéfiniment le scénario qu'on a vécu cet été encore à l'occasion des élections législatives. Et je le redis, je ne le dis pas par envie de distribuer les mauvais points, mais notre sujet, c'est comment on évite que ça recommence indéfiniment. On ne peut pas parier sur le fait que Marine Le Pen sera face à Jean-Luc Mélenchon pour espérer qu'elle gagne au 2e tour de l'élection présidentielle. Ce qu'on a vu aux législatives, c'est que si Marine Le Pen, en 2027, se trouvait face à n'importe quel autre candidat de la gauche dite modérée, mais qui viendrait avec, bien sûr, dans ses bagages, toute la gauche, en réalité, le grand risque, ce serait qu'elle perde. Et ce ne serait pas par
notre responsabilité. Moi, j'ai toujours dit que mon choix au deuxième tour, je l'ai dit au moment des élections législatives, je crois que le vrai danger pour la République aujourd'hui, il est du côté de la France insoumise. J'ai pas de problème à l'assumer, mais le fait est que le risque, en tous les cas, il est là pour le pays parce que ce serait aggraver encore la crise démocratique que nous connaissons. Donc on a 2 ans pour éviter cette fatalité. On a 2 ans pour reconstruire une famille politique qui se qualifie au premier tour pour gagner au deuxième tour. Et ça paraît loin, bien sûr, mais ça peut aller vite, j'en suis sûr, si on s'en donne les moyens. Et ça commence au début de l'année prochaine. Et c'est ça le grand rendez-vous important pour nous, et important pour tous les électeurs de droite, pour tous les citoyens de ce pays qui se reconnaissent être de droite. C'est le moment ou jamais de nous rejoindre pour pouvoir participer à ce choix qui sera décisif. On reproche souvent à la droite d'être en réaction par rapport à la gauche. Concrètement, vous disiez que David Lisnard portait de nouvelles idées. Est-ce que la droite, de manière générale, le camp que vous représentez, a de nouvelles idées à communiquer à la France? Vous disiez que justement par le passé, il y a eu des erreurs, il y a eu des déceptions. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à porter? Il y a un vrai travail qui se fait, oui. Je crois qu'il y a aujourd'hui une relève à droite qui me marque beaucoup dans le champ des idées, dans le champ intellectuel, dans le monde de la pensée. Et ça se traduit aussi sur le terrain politique. Vous avez raison, la droite, elle a trop souvent été en réaction. Et moi, je passais mon temps à râler au Parlement européen dans mon groupe parce que j'avais le sentiment qu'on était incapable de définir notre propre doctrine, de constituer une référence, qu'on était toujours obligé de se définir par rapport aux autres. J'ai tellement râlé que du coup, le président de mon groupe m'a chargé de mener un travail de définition en me proposant, c'est un exercice intellectuel que chacun peut s'imaginer, d'écrire ce qui fait l'identité politique de la droite dans le siècle qui s'ouvre pour nous. Et de définir en quelque sorte le manifeste de ce que doit être la droite en Europe. Je dis qu'il s'ouvre parce qu'on est vraiment dans un moment de basculement. Je pense que le XXe siècle s'est achevé en réalité tout récemment avec le fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons un débat politique où la gauche et la droite ne sont plus entièrement déterminées par rapport à la perspective marxiste qui avait transformé le débat politique en un débat économique. On revient au débat politique au sens fort de ce terme. La vraie question, elle n'est plus seulement celle de l'organisation du marché ou de la place de l'État dans la vie économique. Tout ça est important, mais tout ça est important d'abord à cause du paramètre essentiel qui est celui d'une vision du monde, d'une vision de l'homme, une anthropologie, un regard porté sur ce que c'est justement que la liberté, ce que c'est que la personne humaine. Et c'est ça qui fondamentalement doit constituer le sujet du clivage démocratique. Et donc j'ai travaillé avec une dizaine de parlementaires de plusieurs pays européens pour essayer de faire émerger cet effort de refondation intellectuelle. Et oui, je crois qu'il y a du nouveau. Il y a du nouveau en Europe et il y aura du nouveau en France si on s'y met tous ensemble pour reconstruire ce qui doit l'être et offrir au pays l'espérance dont il a besoin. Vous parlez d'espérance, vous parlez de vision anthropologique à l'instant. On approche de la période de Noël. Il y a quand même un thème que je voulais traiter avec vous, c'est qu'on sait que vous êtes catholique, et vous ne vous en cachez pas d'ailleurs, bravo. Mais d'un autre côté, quel regard vous portez aujourd'hui, justement, sur l'état de l'Église en France et dans le monde ? Je ne sais pas si je suis le mieux à même pour commenter l'état de l'Église. Je suis catholique. Bon, je ne sais pas pourquoi vous me dites bravo, parce qu'il n'y a pas là encore de mérite particulier à l'assumer. En même temps, j'en ai jamais fait une revendication politique, et je pense que c'est très important. La foi n'est pas un programme politique, et d'ailleurs, c'est l'histoire du christianisme qui a permis de mûrir peu à peu cette conscience de ce que Pascal appelait la distinction des ordres, de la distinction du spirituel et du temporel, qui me paraît déterminante. Je dis souvent, en souriant à tous ceux que je croise, beaucoup d'entre eux viennent de la gauche, qui tiennent à raison à l'idée de la laïcité. L'idée de la laïcité que toute une gauche est en train d'abandonner pour pactiser avec l'islamisme. Mais je dis souvent à ces amis qui viennent de la gauche que s'ils veulent vraiment défendre la laïcité, il faut qu'ils assument qu'elle vient de la tradition chrétienne. Et que c'est dans notre héritage et dans notre identité que nous pouvons trouver le moyen d'assumer cette distinction aujourd'hui menacée par l'islamisme en particulier, cette distinction fondamentale entre le spirituel et le temporel.
Moi, je ne fais pas de la foi un étendard politique, et ça me paraît fondamental. Et cependant, je ne la cache pas, parce qu'en effet, il n'y a aucune raison de la cacher. Quel regard porter sur l'Église ? Je dirais qu'au fond, peut-être un regard surtout sur l'Europe, parce que l'Église est universelle, elle est dans le monde entier, mais peut-être sur la situation de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, entretient une relation très particulière avec cet héritage spirituel. Et on parlait de ce qui a peut-être été manqué dans les combats passés de la droite française. L'un des manquements les plus désolants, je trouve, c'est celui qui est intervenu au moment du débat sur un projet de constitution européenne, lorsqu'il s'est agi de marquer, d'inscrire dans les textes européens que l'Europe avait des racines, et qu'elle avait des racines pas seulement chrétiennes, bien sûr, des racines gréco-latines qui ont fait notre attachement à la raison, et aussi des racines judéo-chrétiennes. Il faut les reconnaître, évidemment, il faut se reconnaître héritier de cette tradition. Mais je pense que ça a été une immense erreur de refuser cette inscription, parce que c'était, d'une certaine manière, se rendre impossible le travail de transmission et le chemin vers l'assimilation, notamment de ceux qui rejoignent notre continent. La France a été capable d'assimiler des gens qui venaient parfois de très loin, qui lui ont apporté aussi ce qu'ils avaient à lui donner, mais sur la condition qu'ils épousent ce qu'elle représentait, ce qu'elle incarnait, ce qu'elle constituait. Et en s'interdisant de dire qui elle est, la France, l'Europe, en s'interdisant de dire qui elles sont, se privent d'une certaine manière de la possibilité même de se transmettre aux générations qui viendront. Et c'est, je crois, aujourd'hui, ce point de bifurcation qui est devant nous. Ce qui m'a profondément marqué ces derniers jours, c'est avec l'inauguration de Notre-Dame de Paris, le fait que nous avons été confrontés à l'expérience concrète, incarnée, de ce que nous sommes tous enfants de cet héritage. Hein. Qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit pratiquant ou pas, qu'on soit bouffeur de curé ou qu'on aille à la messe le dimanche, on a tous été touchés par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et ça, pour moi, c'est une expérience de deuil collectif immense. C'est aussi l'expérience de la honte ou de ce qui devrait être le remords de notre génération. Nous sommes les premiers dans l'histoire à avoir vu brûler la cathédrale de Paris. Mais ce deuil-là et ce remords, ils sont l'indice que nous sommes faits de cette histoire. Et qu'on n'a pas besoin d'être croyant pour reconnaître que cette histoire est au cœur, avec d'autres traditions que j'évoquais à l'instant, au cœur de l'identité de l'Europe et de la culture de la France, et que c'est précisément avec cela qu'il faut renouer si nous voulons aussi pouvoir écrire l'avenir de notre pays et de notre continent. Alors avant de conclure, j'aurais juste 2 questions assez rapides, je pense. La première, c'est que vous le savez, on est écouté par beaucoup de jeunes qui sortent de l'éducation nationale pour leur plus grand malheur pour certains. Concrètement, si vous aviez, là ils ont une ou 2 semaines de vacances devant eux, si vous aviez 3 livres à leur conseiller, qu'est-ce que ça serait ? Wow, mais non, mais c'est beaucoup trop dur de conseiller 3 livres. Pourquoi 3 seulement ? Bon, l'éducation nationale, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Malheureusement, je crois que c'est le système qui dysfonctionne malgré le dévouement des professeurs, malgré le potentiel des élèves qui sont aussi riches de promesses que les générations précédentes. Mais effectivement, il y a tant à reconstruire et on ne reconstruira pas sans le livre et sans la lecture. Et bon, je peux pas faire de sélection exhaustive avec 3 titres, évidemment, mais je pense que le premier, je dirais pas conseil, mais en tous les cas, le premier conseil que je me donne à moi-même, parce que c'est devenu difficile pour moi aussi, et que je partage avec ceux qui nous écoutent, c'est il faut lire beaucoup, il faut lire souvent. On vit avec nos téléphones, on vit avec l'immédiateté, on vit bombardé d'informations, on vit dans un monde d'images, saturé d'images, de vidéos de 10 secondes, on vit dans cette surface, dans cette superficialité à laquelle on est condamné. La meilleure antidote à cette pauvreté intérieure que représente le monde contemporain,
c'est la lecture et c'est le livre. C'est la patience de la lecture. Le livre, c'est le contraire de l'écran. Sur nos téléphones, sur nos smartphones, on cherche à aller le plus vite possible de la question à la réponse, le plus vite possible du désir à la satisfaction. Et tout est construit pour ça. Et tous les réseaux sont faits pour l'accélération. Le livre, au contraire, il trouve son sens dans le chemin, dans la distance, dans le temps qu'on prend pour le lire. Et c'est cet effort de distance qui est la condition de l'approfondissement intérieur. Donc il faut lire. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire ? Lisez de tout. Je sais pas, ce serait vraiment tellement dur de... 3 auteurs au moins. Alors bon, je vous donne 3 auteurs un peu au hasard de l'inspiration. Un livre que je viens de terminer, je ne l'avais jamais lu encore, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je confesse que je découvrais cet ouvrage de Kundera. Il faut lire tout Kundera d'une manière générale, c'est fabuleux, mais ce roman iconique est vraiment extraordinaire. Peut-être un deuxième livre, puisqu'on a parlé de politique. Le livre qui, sans doute, pour moi, dit le mieux la réalité de la tension de la vie publique, c'est un livre de Max Weber qui s'appelle « Le métier et la vocation de politique ». « Politik als Beruf ». En allemand, Beruf, ça veut dire le métier, mais aussi l'appel, d'où l'ambiguïté du mot. Et c'est le livre qui décrit le mieux, je crois, la singularité de ce choix, de cet engagement qu'est la politique avec le risque qu'il implique, le risque intérieur en un sens, mais aussi la générosité qu'il suppose. La politique est un effort énergique et tenace pour tarauder des planches de bois dur. C'est comme ça que Weber termine. Il est parfaitement exact de dire, et toute l'expérience historique le confirme, que jamais dans le monde on n'aurait pu atteindre le possible si l'on ne s'était sans cesse et toujours attaqué à l'impossible. Mais l'homme qui est capable de faire cela doit être un chef, et non pas seulement un chef, mais un héros dans le sens le plus simple de ce terme. Celui-là seul qui, convaincu que le monde, jugé de son propre point de vue, sera sans doute trop petit ou trop mesquin pour recevoir ce qu'il voudrait lui offrir, et qui reste néanmoins capable de dire, quand même, celui-là seul a la vocation de la politique. C'est magnifique, hein ? Bravo. Quand même. Et puis un troisième livre, vous m'en avez demandé 3, je dirais l'anthologie de la poésie française de Pompidou, parce que c'est le livre qui m'accompagne depuis toujours, et parce que je crois qu'on a aussi besoin de retrouver non seulement le fait de lire, mais aussi d'apprendre, et d'apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est se laisser transformer par le cœur, comme l'expression est belle d'ailleurs, parce qu'on a eu l'occasion de retenir en soi-même. Et là encore, c'est pas du tout la même chose de pouvoir trouver un texte sur Internet et de le connaître par cœur. Il faut cultiver sa vie intérieure, et la poésie est sans doute ce que j'avais tenté d'écrire dans Demeure. La poésie est de ce point de vue-là sans doute la première urgence politique aujourd'hui. Avant de terminer cet entretien, dernière question. François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous souhaitez aux Français en cette période de Noël ? L'entretien est diffusé le 23 décembre, à la veille de Noël. Qu'est-ce que vous souhaitez à notre peuple ? Bon, d'abord, pour commencer, je leur souhaite un joyeux Noël et pas de bonnes fêtes. J'entends toujours cette expression, ça me hérisse de plus en plus. On a vécu il y a quelques années cette situation incroyable que la Commission européenne avait voulu interdire à ses fonctionnaires de souhaiter joyeux Noël parce que ce n'était pas assez inclusif. La même Commission européenne qui finançait des publicités pour promouvoir le hijab parce qu'il fallait être inclusif, prétendait que Noël devait être banni de nos expressions. Donc la première chose à dire, c'est joyeux Noël, avec le sens le plus fort du mot. Et qu'est-ce que je nous souhaite au fond ? Eh bien, parce que c'est Noël, je peux rien nous souhaiter de mieux que l'espérance. L'espérance, c'est... il y a un magnifique texte de Bernanos sur ce sujet. L'espérance, c'est totalement différent de l'optimisme. Et c'est même en un sens le contraire de l'optimisme. L'optimisme consiste à dire que quoi qu'il arrive, ça va bien se terminer. En fait, rien ne garantit cela. Et considérer qu'on peut se reposer sur un optimisme de principe, c'est, dit Bernanos, bien souvent le déguisement de la lâcheté, le déguisement de l'indifférence, de l'irresponsabilité. Le pessimisme, c'est pas mieux d'ailleurs, parce qu'il y a 2 manières de se décharger de la nécessité d'agir. C'est de dire, quoi qu'il arrive, tout se terminera bien,
optimisme, ou quoi qu'il arrive, tout est foutu. Et la tentation existe aussi parfois. La formule de Bernanos, il me semble, c'est l'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. Exactement, là on voit que j'ai lu. Non seulement vous avez lu, mais que vous avez appris. Effectivement, ce que dit Bernanos, qui est très juste. On peut trouver l'optimisme partout, même au fond d'une bouteille. C'est un ersatz de l'espérance. Alors que l'espérance, au contraire, suppose d'assumer un regard lucide sur le monde, avec tout ce qu'il a évidemment d'éprouvant et d'inquiétant, mais d'aller au-delà de la nuit. Quand on va au-delà de la nuit, on rencontre une autre aurore. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. L'espérance, en ce sens, c'est une vertu, c'est-à-dire une disposition à agir. Agir comme si une victoire était possible quand tout semble montrer qu'elle va être très difficile. Agir comme si le bien pouvait se réaliser alors que nous n'avons que des indices qu'il sera combattu de toutes parts. Et agir et se dire quand même, comme le disait Weber à l'instant. Je pense que c'est ça qui fait la nature de l'espérance, et c'est ça qui fait sa nécessité. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. C'est pas quand tout va bien qu'on a besoin d'espérance. C'est pas quand vos affaires prospèrent, que vous êtes en bonne santé, que votre famille se porte bien, que vous avez besoin d'espérance. C'est au contraire quand vous êtes confronté à l'épreuve, à la maladie, à la souffrance. Dans cette période de Noël, on peut penser en particulier à tous ceux qui sont dans des moments de cette nature. Je pense en particulier, pour y avoir été plusieurs fois, à tous nos amis de Mayotte qui vivent une période infiniment difficile et qui vont connaître un Noël infiniment difficile. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'espérance. Et dans notre pays aujourd'hui, confronté à tant d'inquiétudes, je pense qu'on peut se dire, en cette nuit de Noël, cette année, qu'on vit sans doute, de ce point de vue-là, un très bon moment pour l'espérance. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Je précise que, évidemment, toute l'équipe de Frontières souhaite un très joyeux Noël à tous nos auditeurs, tous ceux qui écouteraient cet entretien. Merci.